À la fin des années 90, début des années 2000, je vais voir donc les hommes, les femmes Atikamekw avec qui je travaillais au Conseil de la Nation Atikamekw. Ceux avec qui donc j'avais développé là, des relations de travail, mais relations, j'espère, d'amitié aussi. Et donc, je leur dis que moi, là, la dimension politique, vraiment, ça me parle plus beaucoup. Que j'ai envie de mettre mon expertise anthropologique ailleurs. Et c'est là que je leur propose de travailler davantage et d'aller chercher des subventions sur la documentation, la valorisation, la transmission des savoirs atikamekw, des savoirs locaux sur le territoire, les savoirs en lien avec l'univers de la chasse, avec l'univers forestier, tout ça. Et c'est là, donc, j'ai mentionné tantôt le travail exceptionnel que Paul Charret et toute l'équipe de chercheurs et d'assistants chercheurs là, Atikamekw avaient fait au début des années 80. Donc, des récits de vie, des cartes, les itinéraires, les toponymes. Donc, c'est des centaines d'heures d'enregistrement, des centaines de cartes. C'est foisonnant. Tout ça est gardé au Centre de documentation à La Tuque, le siège du Conseil de la Nation Atikamekw. Ils ont un excellent centre de documentation qui est pris en charge par une personne qui est là depuis longtemps, qui fait un excellent travail. Et donc, toutes les recherches qu'ils ont fait depuis le début des années 80, qu'eux ont fait, parce qu'ils ont été très proactifs, les Atikamekw eux-mêmes, à faire des entretiens avec les aînés et tout. Donc, toutes les recherches qu'ils ont fait, que d'autres chercheurs ont fait, toutes les données, tout est là au centre de documentation. C'est d'une richesse extraordinaire. Donc, je dis je commence à parler avec les représentants, les leaders, je ne sais pas comment ils appelaient, là, de l'époque, qui sont au Conseil de la Nation Atikamekw. Je dirais aussi en passant que les hommes et les femmes avec qui j'ai beaucoup travaillé dans les années 90 et encore dans les années 2000, Atikamekw, qui étaient sensiblement peut-être du même groupe d'âge que moi, c'est tous des gens qui étaient de la génération des pensionnats. Et donc la première génération de lettrés, et des gens qui, évidemment, avaient beaucoup souffert. On connaît donc toute l'histoire autour des pensionnats. Ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis toujours refusée, oui, je me suis toujours refusée à les voir comme des victimes. Je trouve excessivement dangereux tout ce discours public et politique sur la victimisation des gens de la génération des pensionnats. Donc, sans nier leur souffrance, les gens avec qui moi j'ai travaillé, les hommes et les femmes de mon âge, donc qui étaient plus jeunes à l'époque, étaient des gens donc très engagés dans leur communauté, très engagés, que ce soit au niveau politique, au niveau linguistique, au niveau culturel, au niveau spirituel, au niveau de l'éducation dans les écoles. Donc, c'est des gens qui étaient... Donc, on est dans les mondes autochtones, toute la dimension de la collectivité est excessivement importante. Donc, on n'est pas là dans une idéologie individualiste. C'est donc la collectivité. Et c'est des gens qui sont, donc, oui, qui ont souffert. Il y en a qui n'ont pas passé à travers. Il y en a qui ont touché le fond du tonneau. Mais ceci dit, quand ils se remettaient debout, à partir des années 80, donc ils vont devenir des forces vives de leur communauté. Donc moi, ça me fait mal quand on essaye constamment, et surtout ces temps-ci, ou les dernières années au Canada, de les réduire là, à des simples statuts de victimes. Là. Je trouve ça malheureux, je trouve ça très colonialiste là, comme attitude. Parce que les gens que moi j'ai connus, c'était vraiment des gens d'une force exceptionnelle, qui avaient connu, l'enfer d'une certaine façon, mais qui là s'engageaient pour leur communauté. Donc, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. Et donc, je vais négocier avec ces hommes et ces femmes au Conseil de la Nation Atikamekw pour leur dire il faut trouver un moyen de rendre accessibles ces données absolument extraordinaires pour les jeunes, pour la transmission des savoirs. Tu dis là, il y a des récits des aînés là, qui sont plus là et qui racontent leur vie dans les années 40-50 quand ils chassaient,
qui raconte, donc qui donne, tu sais, écoute, c'est d'une richesse quand ces gens-là se racontaient, ils se racontaient. Mais là, ils me disent, ben non, Sylvie, on garde ça pour la revendication. C'est trop sensible politiquement, on ne peut pas rendre ça public. Ben, j'ai dit, c'est pas public, j'ai dit, c'est pour vos jeunes, pour la transmission. J'ai dit, là, il faut bien qu'il y ait une transmission. J'ai dit, les aînés, là, qui sont maintenant la seule, la trace d'enregistrement qu'on a d'eux, ils sont plus là pour transmettre et ils auraient voulu transmettre, ils auraient voulu que leurs récits soient entendus par les jeunes générations. Donc, j'ai quand même, ça m'a pris 1 an ou 2 avant de les convaincre qu'ils me disent « Ah, OK ». Et donc là, j'ai appliqué pour 2 subventions CRSH. J'ai eu 2 subventions assez substantielles, une en 2006, une en 2012, pour un projet qu'on a appelé ensemble, parce qu'évidemment, je l'ai élaboré comme tous les autres là, avec les Atikamekw. On l'a appelé, ils l'ont appelé Atikamekw Kinokiwin, qui veut dire Mémoire vivante Atikamekw. Donc, Atikamekw Kinokiwin, c'est un projet donc, qui va durer, bon, qui va débuter en 2006, qui va durer bon, facilement jusqu'en 2015-2016, là, sur 2 subventions. On avait une équipe du tonnerre. On avait donc Gilles Ottawa, qui est décédé en 2013. Gilles avait consacré toute sa vie, dès qu'il est revenu du pensionnat, dès le début des années 80, et je crois qu'il avait participé à la recherche avec Paul Charest, mais il a consacré toute sa vie à documenter donc, l'histoire de sa communauté et de la nation, avec les moyens qu'il avait, à documenter la langue, à rencontrer les aînés, à documenter tous les savoirs, les pratiques suivant les saisons et le cycle saisonnier. Il avait fait un travail absolument remarquable. Donc, il s'agissait là de mettre ça en valeur. Après ça, il y avait sur l'équipe Christian Coucou, qui était plus jeune à l'époque, qui venait de prendre en charge, qui était donc responsable des services culturels. Et ça fait ça donc, depuis 2006-2007. En tout cas, donc Christian est encore responsable au Conseil de la Nation atikamekw des services culturels et il fait un travail absolument remarquable. Il y avait Charles Coucou, qui était quelqu'un qui s'était aussi beaucoup investi dans la dimension culturelle, linguistique. Il y a Nicole Petitcoué, qui avait une connaissance, et qui est encore là, qui a une connaissance de la langue atikamekw là, absolument extraordinaire. Et quelques autres, OK? Mais on était une équipe, là, ça c'était un peu le noyau de l'équipe, avec en cours de route ben, les 2 doctorants, Laurent Jérôme au début, après Benoît Etier, les 2 sont beaucoup impliqués dans ce projet-là, Atikamekw Kinokiwin, et plusieurs étudiants de maîtrise aussi. Et donc, ce qu'on a fait, bon, parmi les réalisations, je vous dirais la plus importante reste un site web qu'on a appelé Atikamekw Kinokiwin, qui a été mis en ligne en 2013. Et ce site web est en fait un outil pédagogique qui est destiné aux écoles atikamekw. Les Atikamekw n'ont pas voulu qu'il soit at large, donc ça reste privé, il faut un mot de passe pour y accéder. Mais ce qu'on a fait, c'est que du centre de documentation, toutes les informations, les données, les photos, les films, les entretiens, les entrevues, les cartes, tout ce qu'il y avait là, tout ce que Gilles Ottawa avait récolté, l'idée c'était de sortir ça des tablettes, les rendre accessibles aux jeunes. Donc le site, on a comme, tu sais, il y a on l'a divisé en sections. Là. Ben, il y a une vaste section qui est comme territoire, mais là, c'est donc le cycle saisonnier, les savoirs selon les cycles saisonniers. Après ça, on a des sections sur les savoirs avec chaque animal important. On a le savoir des femmes. On a... Bon. Donc, ce site-là... Et là, le site... Il était mis en ligne en 2013, donc ça datait. Et donc, en 2021, le service informatique de l'Université Laval l'a migré sur une nouvelle plateforme. Donc là, il est comme plus optimal. Et ce qui est bien qu'un site comme ça, c'est qu'on peut constamment rajouter des informations. Un étudiant fait un entretien ou avec un aîné et hop, on peut rajouter l'entretien sur le site. Donc, l'idée, quand je dis que c'est vraiment un outil pédagogique qui est destiné aux écoles. Donc, nous, on s'adresse vraiment aux écoles atikamekw. Dans chacune des 3 communautés, il y a une école primaire, secondaire. Et l'idée, c'est de présenter le site aux profs et voir comment ils peuvent utiliser le site pour faire des travaux, que ce soit en géographie, que ce soit peu importe. Là. Et l'idée, c'était donc
pour les jeunes, donc, tu sais, aujourd'hui, ils ont plein d'autres incitatifs aussi pour aller sur le territoire. Donc, c'est un outil parmi d'autres, là. Parce que les Atikamekw sont très proactifs, OK, de mettre en place tout plein d'outils pour amener les jeunes sur le territoire. Donc, les conseils de bande, les écoles travaillent ensemble pour faire des écoles en forêt, des séjours sur le territoire, inviter les aînés. Donc, les communautés autochtones là, font ça de plus en plus. Donc, le site Internet est juste un outil de plus. Donc, avec ce projet-là, on va, avec Laurent Jérôme et la Société d'histoire Atikamekw, on va publier en 2014 un numéro de la revue Recherche amérindienne au Québec, qu'on a intitulé Territorialité et savoir chez les Atikamekw Nehru-Wisiwak. Non, ça commence par les Atikamekw Nehru-Wisiwak, territorialité et savoir. Donc, qui faisait un peu le point sur cette recherche qui était aussi définitivement une recherche collaborative. Hein? Je ne sais pas comment ils les appellent aujourd'hui, recherche-action participative, ils ne savent plus quoi inventer. Mais c'est vraiment les Atikamekw qui ont piloté tout ce projet-là, qui ont décidé de la structure du site, qu'est-ce qu'on allait mettre, qu'est-ce qu'on n'allait pas mettre. Ils n'ont pas voulu qu'on parle des plantes médicinales, ni des savoirs rituels. Ils ont dit ça, c'est intime, ça nous appartient. La transmission, elle se fait à ce niveau-là, mais on veut que ça reste là, plus en famille. Donc, sur le site, on ne parle pas là, de ces savoirs-là. Mais donc, tout l'objectif, et c'est ça, là, pour moi aussi, toute cette question de la transmission, là, qui est devenue un thème majeur dans mes recherches, parce que justement, là, d'avoir, entre autres, que ce soit en Australie ou avec les Atikamekw, d'avoir connu, vécu, donc ceux qui étaient autonomes, moi, cette dimension de l'autonomie, là, aussi, elle me parle beaucoup, là. Qui étaient des gens qui étaient autonomes sur le territoire, qui ne demandaient rien, en fait, hein, mais on leur a tout enlevé. Ces gens qui étaient autonomes sur le territoire. Donc, je les ai connus, j'ai été absolument ébahie par leur savoir pratique sur le territoire. Et je me suis dit, c'est ça, à un moment donné, là, c'est dommage, et pour eux aussi, là, c'est douloureux pour eux là, de voir que ce n'est pas nécessairement transmis chez les jeunes, et ils essaient. C'est partout, dans tous les mondes autochtones. Là. Donc, de stimuler là, les jeunes pour que les jeunes là, s'y intéressent. Avec avant de laisser là, le projet Atikamekw Kinokewin, pour moi, une des réalisations importantes, oui, il y a eu le site Internet et tout, mais du fait que ça a été sur du long terme, du fait que les Atikamekw ont été impliqués dès le début et que c'est eux qui ont un peu piloté le projet, ça a contribué beaucoup à la formation des Atikamekw à la recherche. Et ça, pour moi, c'était majeur. Okay? Puis c'est eux-mêmes, là, certains d'entre eux qui me l'ont dit, avec ce projet-là, ben, on a appris mieux, c'est quoi un processus de recherche? On a mieux appris et compris qu'est-ce qu'on veut pas. On a surtout, et ça c'est important, acquis la confiance face aux chercheurs. Qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Donc, tu veux travailler avec nous? Ben voilà. T'sais, c'est comme ça que tu vas travailler, ou sinon... et ton projet et le projet, parce que des alliances politiques qu'ils font, en fait. C'est une alliance politique pour eux, là, de s'engager avec un chercheur. Parce qu'eux, ils ont un objectif. Ils travaillent non pas au nom de la recherche, ils travaillent pour faire avancer un projet de vie. Ils travaillent pour faire avancer un projet de société. Si c'est sur la transmission des savoirs, la valorisation de la langue, l'insertion de la langue dans l'école, les revendications territoriales, you name it, OK? Donc, tel chercheur, OK, tu peux nous aider à avancer. Puis en plus, ben, c'est ça ce qui est bien, c'est que le chercheur va chercher des subventions. C'est des communautés qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Donc, le chercheur va chercher des subventions et là, donc c'est eux finalement qui... Et ça, donc ça... ils m'ont dit, donc, Atikamekw Kinokewin nous a donc vraiment équipés là, pour donc, acquérir la confiance, pour soit travailler par nous-mêmes en recherche ou faire des alliances avec des chercheurs, mais que ce soit eux qui orientent là, la recherche. Bon, le projet n'existe plus en tant que tel. Moi, donc, je ne vais plus chercher des subventions, mais comme je disais tantôt, et là, cette dimension de la transmission, elle vaut chez les chercheurs aussi. Et donc, tu sais, Laurent Jérôme,
qui a fait son doctorat avec moi, là, qui est à l'UQAM, Benoît Etier, qui est à l'UQAT. Les deux continuent à travailler avec les Atikamekw, d'aller chercher des subventions et de travailler dans le même esprit, là, de manière collaborative pour faire avancer des projets de vie là, Atikamekw. Donc ça moi, je suis très contente de ça. Sinon, donc, juste un autre concept que j'ai, dans les dernières années, que j'ai développé beaucoup et qui a donné lieu donc à deux publications, en tout cas, entre autres, 2 volumes collectifs que j'ai fait avec Françoise Dussart. Donc, Françoise, j'en ai parlé tantôt avec l'exposition Ligne de vie au Musée de la Civilisation. Mais après, donc, ce travail-là qu'on a fait ensemble, et on a très bien travaillé ensemble, on avait organisé un colloque, je crois que c'était à Liverpool, dans le cadre des conférences SHAGS. Les conférences SHAGS, c'est Hunter-Gatherers. Et donc, on a développé le concept de ce qu'on appelle les territorialités enchevêtrées. Okay, donc, c'est un ouvrage collectif suite au colloque. Entangled Territorialities, et c'est Negotiating Lands ou Negotiating Indigenous Lands in Canada and Australia. Donc, c'est juste des exemples canadiens et australiens. Je voudrais dire aussi là, que dans les numéros que j'ai pilotés ou les ouvrages collectifs que j'ai dirigés, on fait toujours appel. C'est toujours donc un bel éventail d'anthropologues qui font des recherches ethnographiques. Donc, toute cette dimension de l'ethnographie, donc des gens qui ont une longue expérience sur le terrain. Donc, Entangled Territoriality, c'est vraiment ça. C'est un groupe d'anthropologues australiens, canadiens, qui travaillent avec les Autochtones, mais qui ont une longue expérience là, de terrain. Et ça, donc, encore là, on continue dans cette réflexion sur les processus de résistance, les stratégies de coexistence, l'affirmation de la différence, le concept de entanglement, d'enchevêtrement. Donc, moi, il me parle beaucoup. Il était déjà présent dans la discipline avec les travaux sur la globalisation, les flux culturels globaux. Anne Notting, entre autres, donc, il parle de friction, hein, de conflits ontologiques, d'enchevêtrement. Et l'enchevêtrement, le concept d'enchevêtrement, pourquoi il me plaît bien, entre autres, donc, admettons, sur le territoire atikamekw, il y a un enchevêtrement entre les réalités, les conceptions, l'histoire atikamekw, les réalités, les conceptions, l'histoire du Québec et de l'État québécois face au territoire. Et la notion, donc, on ne peut plus les séparer. Tu peux plus, là, on n'est plus dans cette espèce là, de la recherche de l'authenticité perdue. Là, hein? On n'est plus là, ils se sont tellement transformés et leur monde s'est transformé dans cette rencontre, dialogue, échange, négociation constant avec l'autre, hein? Avec la société majoritaire ou l'État. Et le concept d'enchevêtrement, donc, oui, souligne les frictions, les malentendus, les conflits ontologiques, les bons coups aussi. Des fois, ils arrivent à faire des compromis acceptables là, des deux côtés. Mais dans un enchevêtrement, tout ce qui est enchevêtré garde une forme d'autonomie relative. Ce n'est pas bouffé par l'autre. Ce qui est enchevêtré maintient une forme d'autonomie relative, c'est-à-dire garde sa propre direction. C'est enchevêtré, mais ce n'est pas confondu. Ce n'est pas le concept là, d'un peu terme de hybridité. Ça ne dit rien, l'hybridité. Ça dit que finalement, on est toutes pareilles, puis il n'y a pas de différence. Non. Moi, je suis dans la différence, et la différence, elle est là, et les Autochtones, ils nous disent qu'elle est là, la différence. Ils veulent qu'on la reconnaisse à sa juste valeur. Et donc, l'enchevêtrement, c'est ça, c'est un concept, là, en ces temps-ci, qui me parle beaucoup. Et territorialité, j'aime mieux le concept de territorialité que de territoire. Territoire, on est dans une conception très, très moderniste, très cartésienne, donc des frontières, les ressources à exploiter, très ontologie naturaliste. Territorialité, c'est plus large, c'est à la fois, oui, le système de tenure foncière, mais c'est les valeurs, les codes éthiques, moraux, l'esthétique qui orientent la relation au territoire. Et territorialité est inclusive des non-humains avec les mondes autochtones, donc ça, je n'ai pas parlé beaucoup, là, mais les non-humains qui sont partie prenante du devenir du territoire et que les Autochtones côtoient au quotidien, que ce soit les animaux, les végétaux, les ancêtres, les parents défunts, et le fait que dans plusieurs
ontologie ou cosmologie autochtone, le statut de personne ne se limite pas aux humains. Hein. Donc, ça veut dire que les autres qu'humains sont aussi dotés d'intentionnalité, d'agentivité. Donc, le concept de territorialité était beaucoup plus large, beaucoup plus englobant, beaucoup plus inclusif, plus flexible que celui là, de territoire. Donc, Entangled Territorialities. J'ai dit tantôt aussi que les Atikamekw négocient depuis 40 ans, donc pour arriver à un traité moderne avec l'État canadien et québécois, OK? Donc, ils n'ont pas encore signé, entre autres parce que le Canada a une clause d'extinction. Le Canada leur demande d'éteindre leur titre ancestral et de le remplacer par des droits modernes. Il n'est pas question qu'ils annulent leur titre ancestral. Ça serait vraiment trahir les ancêtres et trahir les générations futures. Ils sont toujours dans cette logique-là. Hein. Ils ne sont pas ici maintenant, là. Ils sont vraiment dans cette logique générationnelle, les ancêtres. Donc, ils refusent de signer, mais ils continuent à négocier. Je ne sais pas où ça en est, j'en ai aucune idée. J'ai laissé le dossier là, il y a 20 ans, donc je ne sais pas où ça en est, la négociation. Mais ceci dit, donc, ils négocient pour arriver à quelque part un traité, ce qu'on appelle un traité moderne. Les CRI, avec la Convention de la baie James, ont été donc les premiers à signer un traité moderne au Canada. Et donc, cette question de traité, elle m'a toujours intéressée. Et donc, à un moment donné, là, dans un colloque, on discutait traité dans l'équipe de recherche CICADA de Colin Scott. Il y en a probablement parlé, Colin. On est là et tout à coup, je m'emballe. Je dis, OK, à la Casca, à chaque année à la Casca, j'organisais un colloque. Donc, il y a eu mon premier traumatisant sur le rêve en 92. Mais après ça, j'ai toujours participé très régulièrement à la Casca au colloque annuel. Je dis, on organise quelque chose sur les traités. Et donc, Clint Westman, qui est à l'Université de Saskatchewan, dit « OK, j'embarque. » Donc, on fait un colloque à la Casca toute une journée ou une journée et demie. C'était vraiment très, très, très riche sur les traités. Donc, c'est un numéro d'Anthropologica qui est paru en 2020 et qu'on a appelé Traité Vivre ensemble avec la Terre. Donc, et encore là, de comparer la conception étatique du traité comme un simple instrument juridique et la conception autochtone du traité, qui sont dans une alliance politique, à la limite, là, une alliance sacrée. Ils sont ailleurs, là, OK? C'est ça. Ou aussi toute la dimension là, relationnelle ou la vie sociale du traité. Hein, un traité, pour les Autochtones, c'est pas juste un objet inerte, là, hein, pas juste un papier, une bureaucratisation ou un papier consigne. Là. Le traité a sa propre vie et le traité on sait qu'il a des impacts réels sur la vie des uns et des autres. Et dans ce sens-là, il est investi d'une forme d'agentivité. Bon, donc la dernière chose, c'est un dernier ouvrage, encore là avec Françoise Dussart, un ouvrage collectif qui est sorti en 2021 avec l'Université de Alberta Press et qu'on a appelé, je pense que je vais le dire en français, Les cosmologies autochtones contemporaines et la pragmatique. Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics. Donc, du fait que, les deux, on a quand même, là, il y a le réseau, il y a l'équipe de chercheurs autour, donc, de Robert Crépeau. Il y a aussi, donc, tout notre réseau australien. On est rendu, Françoise et moi, donc là où on est rendu dans notre carrière, donc on a un réseau assez étendu et on a les deux fait beaucoup de terrain. Et le fait que cette question territoire, cosmologie, tout ça est lié, que dans les deux, donc les groupes autochtones négocient aujourd'hui à la fois sur les deux fronts. Donc on a voulu faire un ouvrage aussi collectif sur les cosmologies autochtones, en réunissant des ethnographes qui travaillent dans les Amériques. Frédéric a participé à cet ouvrage-là. Et dans l'ouvrage, vraiment, là aussi, donc on regarde comment les Autochtones, sur le plan cosmologique et sur le plan rituel, dans leur rencontre avec la chrétienté, avec la modernité, avec la globalisation,
quelles sont les stratégies qu'ils ont adoptées pour à la fois maintenir, reproduire et transformer leur monde, leur cosmologie, leur vie rituelle, dans ce dialogue constant là, avec la modernité, avec la chrétienté, face à des demandes aussi là, venant du global, que ce soit le tourisme chamanique ou le nouvel âge. Ils ont à répondre à ça. On vient sur leur territoire pour leur demander sur le plan là, rituel ou cosmologique. Donc, on est toujours, c'est ça, c'est cette même logique. Là, c'est la contemporanéité au niveau des cosmologies autochtones, c'est les religiosités enchevêtrées, c'est toute la question de la... Parce qu'on est aussi la multiplicité dans les communautés autochtones. Euh, il y a une pluralité religieuse, que ce soit la dimension chamanique, que ce soit les églises chrétiennes traditionnelles, que ce soit les églises pentecôtistes, évangélistes. Tout ça coexiste. Donc, la coexistence, elle ne se fait pas uniquement avec l'État ou la société dominante, mais elle se fait à l'interne, entre eux aussi, là, surtout en tout cas là, sur le plan cosmologique. Donc, on a voulu, c'est ça, donner là, différents exemples ethnographiques sur la et comment aussi les cosmologies autochtones ont toujours été très ouvertes et très flexibles à l'altérité, à l'autre, à différentes formes de pouvoir. C'est la dimension pragmatique aussi. Toute la rencontre et entre la notion de personne qui est véhiculée par la chrétienté et la notion de personne relationnelle des Autochtones. C'est ça, donc un ouvrage, oui, on va voir la vie qu'il va avoir. Hein. C'est les livres, une fois qu'ils sont publiés, ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent au lectorat. Donc, ils ont des vies, ils ont leur propre vie après ça. Hein. C'est ça. Donc, vraiment, donc, je pense avoir fait le tour. J'imagine que j'aurai encore des choses à dire. J'ai terminé là, sur cette question, cette transmission intergénérationnelle, pour moi, est importante à la fois là, pour auprès des chercheurs. Et si je prends mon exemple à Atikamekw, comment donc les générations qui ont commencé à s'impliquer dans la recherche chez les Atikamekw commencent eux aussi là, à transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc, il y a là une transmission là, qui est... c'est ça, dans la mesure où il faut les équiper, ils vont continuer. Tu sais, chaque génération d'Autochtones, si on reste dans les mondes autochtones, ont des défis face donc, à l'État, face à la globalisation, face à l'affirmation de leurs droits. Et chaque génération donc, va chercher, s'équipe différemment, emprunte à celle qui l'a précédée, mais développe ses propres outils, ses propres stratégies. Donc ça aussi, c'est intéressant à voir. Mais là, moi, je serais peut-être là, je serais peut-être ailleurs à ce moment-là.